Donc, à présent, on va parler de la sécurité dans Kubernetes. Alors, comment ça marche déjà? Donc, pour accéder aux ressources d'un cluster Kubernetes, donc le workflow doit se présenter comme suit. Donc, on a d'abord une première phase d'authentification qui va permettre de valider l'identité de la ressource qui tente d'accéder au cluster. Et sur Kubernetes, on a deux types d'utilisateurs, justement. On a les users, donc les utilisateurs donc, qui sont des objets qui ne sont pas gérés du tout par Kube. Ce sont plutôt voilà, des identity providers, par exemple, qui peuvent s'interfacer avec Kube et faire le nécessaire. On a également les service accounts, donc les comptes de service dans le langage courant, qui authentifient les processus dans Kubernetes, par exemple, le déploiement d'une application, des pods, des services, etc. Donc, il est obligatoire d'authentifier toute requête provenant de ces deux types de ressources. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on a une phase autorisation pour vérifier justement qu'il a les droits nécessaires pour lancer une requête. Donc, Kubernetes utilise du RBAC pour attribuer des droits et privilèges aux utilisateurs. Et enfin, on a une dernière phase de validation de la requête pour effectivement vérifier si cette requête respecte les policies qui sont en place, bien sûr si elles sont activées. Et ça se fait par les admissions contrôleurs. Ce sont les admissions contrôleurs qui gèrent justement les policies. Donc, c'est une étape qui est assez importante car les admissions contrôleurs fournissent une couche de sécurité supplémentaire car ils vont intercepter les requêtes, les valider et les modifier avant le traitement. Donc, cette dernière étape a vraiment pour but de renforcer la sécurité du cluster Kubernetes. Alors, je reviens un peu sur cette notion de RBAC, donc d'autorisation, parce que c'est un système qui est basé sur des rôles, donc qui définit au préalable des autorisations précises, donc pour permettre aux ressources, aux users ou aux comptes de service, donc d'accéder aux ressources du cluster. Donc, on retrouve deux types de droits sur Kubernetes. Donc, tout d'abord, on a ce qu'on appelle le rôle, qui permet de définir des autorisations au niveau namespace. Par exemple, la possibilité de créer des pods, de lister des secrets, etc. Donc, ça se fait au niveau projet. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le cluster role, qui fait la même chose, mais avec un spectre plus large, donc au niveau cluster. Donc, c'est cluster-wide. Et pour mapper ces autorisations, donc donner ces autorisations à un utilisateur ou compte de service, donc on va utiliser ce qu'on appelle les objets role binding et cluster role binding. Donc role binding au niveau namespace et cluster role binding donc pour les clusters. Donc c'est un concept qui est très très important, mais avant d'aller dans les configurations, il est nécessaire dans un premier temps de définir des matrices de responsabilité, donc qui vont identifier les différents acteurs de la plateforme et les autorisations nécessaires donc, pour chaque entité. Donc, avec cette matrice, on peut avoir plus de visibilité et donc appliquer le principe du moins de privilèges sur les ressources. Donc, ça, c'est une excellente pratique. Ensuite, deuxième bonne pratique, les PSP. Donc, c'est pas les PlayStation, c'est pas les consoles de jeux, dommage. Ce sont plutôt les Pod Security Policies. Si vous n'avez rien retenu pour le moment de ce webinaire, au moins repartez avec cette fonctionnalité parce que c'est la fonctionnalité sécurité de Kube la moins exploitée et pourtant la plus intéressante. Donc, les PSP permettent de forcer l'exécution d'un pod dans un contexte sécurisé, donc au niveau cluster. Une bonne stratégie de sécurité dans les environnements Kubernetes repose forcément sur les PSP. Par exemple, si on a un utilisateur qui a les droits qu'il faut pour lancer une requête, si dans la requête, les ressources ne respectent pas la policy qui est mise en œuvre, il va forcément se faire gauler. Donc ici, on a un exemple. On a un développeur qui veut lancer son pod donc avec ce fichier de déploiement. Donc, qui veut monter le pod sur le répertoire slash, donc avec un type de volume appelé hostpath qui permet d'accéder directement au file system du worker.
Donc, depuis le pod, il est possible d'accéder aux ressources du host. Donc, ce qui peut vraiment faire mal si un utilisateur mal intentionné exploite justement cette opportunité. Donc là, on a un exemple de PSP à gauche, trop permissive. Limite, il n'y a même pas besoin de l'activer dans les admissions contrôleurs. On ne va pas balayer tous les champs, mais voilà, c'est une PSP qui donne les privilèges de pouvoir se lancer en route. Donc, le pod peut se lancer en route. On peut faire de l'escalade de privilèges. On peut monter tout type de volume. Et dans les pods, les conteneurs peuvent se lancer avec n'importe quel type d'utilisateur. Donc, aussi bien un utilisateur normal qu'un utilisateur root. Donc ça peut être dangereux. Alors qu'à droite, ce qui est plutôt une bonne pratique, donc le pod ne peut pas du tout se lancer en route, il ne peut pas faire non plus d'escalade de privilèges, et les seuls types de volumes autorisés à être attachés au pod, donc ce sont les config maps, les secrets et les PVC, donc persistant volume claim. Donc on ne peut pas non plus dans les conteneurs, les process ne peuvent pas non plus se lancer avec le compte root, avec l'utilisateur root, et on ne peut pas également avec voilà, le host network accéder au réseau physique donc du worker. Donc voilà, donc ça, ce sont les PSP qui permettent vraiment de prévenir des risques, ou en tout cas de s'assurer que les pods ne peuvent pas abuser donc, des privilèges tant qu'ils n'ont pas été attribués. Donc les PSP, combinés au airbag, on peut avoir d'intéressants use cases parce que ça va permettre de limiter aussi bien les autorisations définies pour un utilisateur qui lance des déploiements, des pods, mais aussi donc, celles du pod qui veut s'exécuter. Une autre bonne pratique, donc, ce sont les network policies. Donc, les network policies, c'est également une fonctionnalité qui est assez intéressante parce qu'elles permettent d'autoriser ou d'interdire les communications réseau entrantes ou sortantes donc des pods, des applications. Donc, par défaut, tous les pods du cluster sont autorisés à communiquer. Donc, on a deux types de configurations qu'on peut faire. Donc, on a ce qu'on appelle la multi-tenancy, donc, qui permet de gérer les autorisations de flux au niveau namespace. Et on a, par exemple, si on a des pods qui sont situés dans un namespace, on ne veut pas qu'ils joignent d'autres pods dans un autre namespace. Donc là, on va appliquer de la multi-tenancy. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la microsegmentation, qui est représentée justement sur la figure à droite, qui, au travers des labels ou annotations, donc ça sont des options qu'on peut setter au niveau des configs des pods, donc permettent de segmenter et de gérer les autorisations donc, au niveau pod. Donc, dans les environnements critiques, par exemple, tels que les banques, il est nécessaire d'exploiter justement cette fonctionnalité. Ce qui va faciliter justement l'exploitation de cette fonctionnalité, c'est de travailler au préalable sur des architectures de flux dans un premier temps et de modéliser les autorisations donc, au sein de matrices, par exemple, pour avoir justement plus de visibilité sur ce qui se passe au niveau réseau. Donc, en gros, voilà les principales recommandations quand on traite de la sécurité dans Kubernetes. On en a également d'autres, tels que le fait de chiffrer les secrets, par exemple, du cluster, parce que par défaut, Kubernetes ne chiffre pas, ou en tout cas utilise du base64. Donc, il est facile de décoder les secrets et d'obtenir en clair voilà, le secret en question. Donc, on peut utiliser une méthode de chiffrement qui est proposée par Kubernetes, appelée AES-B, il me semble. On peut utiliser un KMS ou alors on peut utiliser une solution de secret management. Une autre recommandation est d'avoir une hygiène du cluster, donc faire assez régulièrement des mises à jour, donc utiliser des images qui n'embarquent pas de vulnérabilité ou alors mettre en place des scans réguliers donc, dans la runtime. Et surtout dans les registrés. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si on a du CI/CD, par exemple, on peut mettre en place des pipelines sécurisés qui vont contrôler, donc depuis le build de l'application jusqu'au run, que toutes les exigences de sécurité ont été respectées au niveau des différentes étapes. Et enfin, une autre recommandation est de gérer la sécurité opérationnelle de la plateforme. Donc, aujourd'hui, on peut s'orienter vers des solutions telles que Sysdig, donc, qui nous accompagne dans toute la partie préventive lorsqu'on déploie les applications.
Elle nous permet également de détecter des anomalies ou des intrusions au sein d'un cluster. Donc,